à tous et bienvenue à la librairie Monet. Moi c'est Manelisa Marca et je vais donc vous montrer les incontournables en bande dessinée pour tout ce qui est tout ce qui est ado. Pardon. Donc on va commencer avec notre premier incontournable, Eddie et Noé. Donc Eddie et Noé, ici on est aux éditions Sarbacane. On est sur évidemment un tome 1 parce que c'est plus intéressant de commencer dans le numéro 1. On est avec Max de Radigues et Hugo Piette qui ont déjà fait beaucoup de choses très intéressantes. Pourquoi j'ai mis cette œuvre en crème? Tout simplement, déjà on a un dessin très typique de notre dessinateur, donc épuré, stylisé. On va aussi avoir de magnifiques références très sociales, très de nos jours en fait. Par exemple, vous allez voir à un moment donné, on va voir l'extrait de Nausicaa, etc. Vraiment, c'est super sympathique, habillé en Totoro. Donc, dans cette histoire, Eddie et Noé, Eddie, c'est la jeune fille ici, et Noé, c'est le garçon. L'autre fille ici, c'est, j'ai plus son nom, mais elle est très importante dans l'histoire parce que Noé est amoureuse d'elle depuis très longtemps. Ici, on est avec donc des collégiens, des personnes qui vont au secondaire. Ils vont faire croire à leurs parents qu'ils vont à l'école. Mais en fait, ils vont aller manifester. J'ai l'impression que ça se passe plus en Belgique. En Belgique ou plutôt en Allemagne, parce que vu le drapeau, à mon avis, ça serait plus en Allemagne. Alors, ce qui se passe, c'est que donc ils sèchent les cours. Et c'est la première fois que donc, notre amie ici, cette jeune fille, va aller manifester. Parce qu'elle les a un peu comme grillés. Donc, ils se retrouvent en mode « D'accord ». On va devoir l'emmener avec nous pour pas qu'elle aille cafeter qu'on sèche les cours. Donc ils y vont tous ensemble et donc c'est pour la lutte contre le climat. Vous avez même des super jeux de mots comme Made of Greta Again pour notre chère Greta. Voilà, donc vraiment sympathique. On est sur des choses de social, univers social. Nos personnages viennent d'un milieu modeste, puis cette jeune fille, elle, vient plutôt d'un milieu plus aisé. Ce que j'apprécie, c'est que le fait qu'elle soit d'une couleur de peau différente, elle est noire, puis en plus, bon, genre ça veut pas dire qu'elle est noire et qu'elle vient de la zone, pas du tout. Elle est plutôt d'une famille aisée, donc ça change un peu, c'est une controverse, etc. Ça change un peu ce qu'on voit d'habitude. Donc dans cette histoire, on voit un peu leur quotidien. Lui, on ne sait pas ce qu'est devenu pour son père. Il vit avec sa mère qui est infirmière, puis il a un petit frère qui doit s'en occuper, évidemment. Puis ils sont vraiment pour la lutte contre le climat. Et il y a aussi des enjeux amoureux. Finalement, ils sont amoureux. Ici, on s'intéresse toujours plus en plus à leur quotidien. Ils habitent dans le même bâtiment, donc ils se voient souvent. Ils sont super amis depuis très longtemps. Donc l'amitié entre eux est vraiment très présente. On sent leur complicité. Ils sont vraiment à jour dans même les blagues, etc. Par exemple, là, vous avez avec le carton d'Amazon. Et il dit « Oh non, je ne vais pas utiliser le carton d'Amazon, c'est le diable !» Et tu disais pas ça quand j'ai pris tes chaussures Air Jordans pour venir les livrer. Voilà, plein de petites choses comme ça. Donc, ils vont continuer à se mobiliser pour le climat, pour la planète, à leur façon. Donc, en continuant par rapport à l'école. Donc, évidemment, ce que j'apprécie, c'est qu'on va vraiment s'intéresser, quelque chose en profondeur, à leur amitié, à la profondeur de leur personne. On va comprendre que la jeune fille se sent plus homosexuelle. Et il va y avoir beaucoup d'événements au fur et à mesure. En fait, ils vont les pousser à travailler pour le climat, à être encore plus manifester encore plus, d'être des manifestants encore plus qualifiés, on va dire. Et donc tout ça va se passer en même temps que les amours, tout ça. Donc tout ça va se passer en même temps. Il va y avoir même une dispute entre Eddie et Noé. Parce que Noé est amoureux de la jeune fille ici, puis elle va l'embrasser, il va le voir, ça va créer des discordes entre eux et des choses, on va pouvoir se parler, il va lui faire la tête, etc. Puis on va comprendre que ça a fait beaucoup de mal à Eddie de ne pas avoir son meilleur ami à ses côtés. Ça s'en prend chaque sentiment de tous les personnages, donc c'est vraiment super, on a un super mélange.
Puis à la fin, on a aussi ce côté des préjugés aussi. Par exemple, vers la fin, on va avoir des préjugés, par exemple, sur comme quelqu'un qui est arabe et qui pourrait comme voler. Ils font une manifestation dans leur école. Ils prennent de plus en plus d'ampleur. Et donc toute la cour se retrouve comme dans le hall d'entrée. Et ils vont comme prendre conscience, ils vont essayer de faire prendre conscience à leur proviseur, qui est pas très sympa, que on est là pour le climat, changer les choses, etc. Donc vraiment super sympathique avec cette correspondance entre les deux. On a un super mélange bourré d'humour, de super une belle positivité et une bonne humeur, vraiment. Ce qui fait qu'on arrive à la fin du numéro 1, puis ils ont pris tellement d'ampleur avec cette manifestation qu'ils vont même passer bien sur le devant de la scène à la télé. Voilà. C'était vraiment super sympathique. Donc moi je vous le conseille. Lui on l'a mis comme 12 à 15 ans. Vraiment, vraiment très très bien. Le prochain. Ici on est avec Banksy. Looking for Banksy, si vous ne connaissez pas, c'est un artiste du street art, du graffiti en quelque sorte. Donc il fait du street art, on ne sait pas si c'est une personne, un homme, une femme, ou c'est un collectif d'artistes. Mais on connaît, plus ou moins tout le monde connaît ses œuvres, c'est quelqu'un de très connu dans le monde de l'art moderne. Donc Looking for Banksy, la légende du street art, ici on est chez Hugo BD, avec Francesco Macciuzzi ainsi que Marco Maraghi. Ici donc ce qui est super intéressant, on a un dessin quand même en aplat, encre de couleur, fort sympathique, puis on est vraiment dans une réflexion. Ça nous pousse à réfléchir, à comprendre à quoi ça sert l'art, à quoi ça sert le street art, quelle est sa place, puis quelle est la place de l'œuvre, quelle est la place de la personne à travers cet art qui est le street art, qui est accessible à tout le monde en vrai vu qu'il est dans la rue. Quels sont les messages qui sont abordés à travers les œuvres de Banksy? Donc si vous connaissez un peu ses œuvres, comme le gars qui jette un bouquet de fleurs, alors comme s'il avait plutôt jeté une bouteille ou quelque chose comme ça, mais il jette un bouquet de fleurs, c'est une de ses œuvres les plus connues. Celui avec le ballon aussi, la petite fille au ballon. Donc plein de choses comme ça qui ont énormément de signification en réalité et qui est abordé ici de manière assez drôle et ludique. Pourquoi? Parce qu'on commence avec une femme qui recherche Banksy et donc elle pense l'avoir trouvé, mais en fait c'est juste quelqu'un qui fait du graffiti dans la rue, qui fait du street art et il sait pas trop pourquoi il fait du street art et elle va le mettre en réflexion. Ils ont été pris par la police, donc ils vont devoir faire des travaux d'intérêt général. Ils vont se retrouver donc ensemble et elle va lui demander de l'aider à retrouver Banksy, ou tout du moins de savoir qui c'est, trouver une manière au niveau de l'art, en quelque sorte, de se poser des questions. Donc c'est vraiment un livre de réflexion qui pousse à connaître les œuvres de manière plus profonde et savoir qu'est-ce que ça veut dire de nos jours. Donc c'est elle la grande experte de Banksy. Elle va sortir tous les grandes œuvres d'art de Banksy. Lui il va poser beaucoup de questions pour que nous aussi on puisse comprendre l'histoire, qu'on puisse savoir de quoi on parle. Donc lui au début il n'est vraiment pas. Et au fur et à mesure de l'histoire, c'est même lui qui va devenir de plus en plus pro, qui va commencer à se poser des questions, à savoir l'art, qu'est-ce que c'est en réalité, le street art, qu'est-ce que ça veut dire, c'était quoi la signification, quel était le concept. Donc voilà. Et à la fin, c'est même lui qui devient pratiquement un pro et qui va dire, on a que nous aussi, on peut faire notre propre œuvre d'art. L'art dans la rue, c'est un art accessible à tous. C'est ce que Banksy, on ne veut pas forcément savoir en réalité qui c'est, mais les messages qu'il transmet sont très importants pour tout le monde et c'est souvent géopolitique et ça a toujours un lien avec le lieu où il les dessine, avec le lieu et les gens. Voilà, et donc vraiment c'est des œuvres engagées. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est des œuvres engagées en ce qui concerne Banksy. Et ils vont décider d'en faire une. On ne sait pas trop ce que c'est, mais en gros l'art appartient à tous et tout le monde peut comme interagir avec.
voilà, c'était une très belle œuvre. J'ai beaucoup aimé le côté de la réflexion, puis de s'intéresser tellement à quelqu'un d'aussi intéressant que Banksy. C'est vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ayant fait des études dans l'art, c'est vraiment très très bien. Voilà pour la deuxième œuvre. Maintenant, nous allons voir Toutankhamon. Ici, on est avec une BD documentaire. Donc, on change un petit peu. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le thème. J'aime énormément l'Égypte ancienne. Puis là, on va pouvoir comprendre un peu l'histoire, comment ça s'est passé pour trouver la tombe de Toutankhamon, qui est l'un des pharaons les plus connus de l'histoire et les plus controversés. Donc ici, on est dans la quête de Howard Carter. Donc c'est la personne qui a réussi à dénicher la tombe de Toutankhamon, parce que c'était quand même quelque chose pour le trouver. Ici, on est avec donc plusieurs auteurs, comme vous pouvez voir ici, dont Saint-Didier, Rousseau, Marshall et Eliot. Ce que j'ai apprécié dans, on va dire, ce format, évidemment, on est toujours dans le documentaire. Pardon. Vous avez le côté donc description, savoir, oui, qu'est-ce que c'était les fouilles en Égypte. On vous donne la situation, un peu géopolitique, mais la situation en soi, dans quoi on est. Et vous avez le côté bande dessinée qui va venir illustrer un peu plus nos propos, en s'intéressant donc à l'histoire des personnages, dont Carter. Puis ici nous avons Carter et ici nous avons, je n'ai plus son nom, mais c'est lui le mécène qui paye les recherches. Donc on va suivre à chaque fois leur périple, comment ils se sont connus, puis comment ils ont réussi à trouver. À chaque fois vous avez donc des morceaux où vous avez toujours les explications. Par exemple, qu'est-ce qui est fascinant en Égypte, les fouilles, etc. Qui est Monsieur Gaston Maspero. Donc tout cet aspect-là, donc très documentaire, très poussé pour savoir qu'est-ce que c'est. Donc si vous êtes quelqu'un qui est vraiment à fond dans l'Égypte, qui est à fond dans le documentaire, qui adore savoir, moi je trouve que ce format est super intéressant. Vous avez vraiment toujours ce côté informatif. Et la bande dessinée pour venir toujours illustrer nos propos, puis l'histoire qui se passe devant nous. Voilà. Donc vraiment fort sympathique, vous avez ça jusqu'à la fin, bon, pour trouver la tombe de Toutankhamon. Donc moi qui suis très friande de la mythologie égyptienne, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui a aussi joué le fait que ça soit une crème, mais le format est vraiment super intéressant. Petit à petit, fait de plus en plus de formats comme ça, de mieux en mieux agencé. Vraiment super bien. Petit bijou. Donc là, c'était les 3 premières BD format traditionnel que je vous ai montré. Maintenant, on va aller avec 2 autres mangas. Il m'en reste 2 à vous présenter. Et on va aller avec du manga, comme je viens de dire. Ici, on est avec Quelle belle fin du monde. Quelle belle fin du monde. Ici, on est chez Kumiku Édition. Et pour le dessinateur, on est avec Totori Sak. Dessinateur et scénariste aussi. Donc, juste pour préciser, ici, on va en avoir un en cours déjà ici en France, enfin, en France et au Canada. Et on va en avoir 4 en cours au Japon. Qu'est-ce qui fait que c'est une crème? Donc, on est dans un monde de post-apocalyptique. Puis, on se rend compte assez rapidement, même si vers la fin, il le précise, on est avec un personnage assez miniature. On peut le remarquer, elle est quand même petite. On peut dire peut-être que c'est les insectes qui sont très grands, mais non, elle est vraiment toute petite. Puis les humains qui ont disparu dans cette histoire, donc dans un monde post-apocalyptique, étaient des géants, donc étaient de notre taille. Donc on avait un monde à notre taille, puis elle est vraiment toute petite comme un tout petit insecte. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. On sait juste qu'elle essaye de survivre et qu'elle essaye de trouver des humains et d'aller à un poste de contrôle. Donc ça, c'est sa tâche à elle. Donc dès le début, elle le dit, elle a son compagnon, etc. de route, qui c'est une sorte de petit gerbille très en longueur, très marrante. C'est comme son compagnon de route drôle et marrant. Elle a aussi un petit robot qui lui n'a pas besoin évidemment de dormir ou de manger, vu que c'est un robot, qui est là en tout temps aussi pour les aider à trouver par exemple le meilleur itinéraire pour éviter les ennemis, etc. Parce que dans ce monde post-apocalyptique, il y a évidemment plein de dangers en rapport avec ce monde qu'on ne connaît pas. Et c'est ce qui est très intéressant et que j'ai beaucoup aimé. Donc la scénarisation, c'est très fluide, on ne se perd pas dans la scénarisation. C'est toujours très marrant, très drôle. Vraiment
adorables aussi. J'aime beaucoup les personnages, comment ils sont vraiment trop adorables. Donc on explore le monde avec elle. Elle nous décrit comment c'est, elle nous décrit la complexité d'y vivre, puis qu'est-ce qui reste de ce monde. Il y a toujours des graines, par exemple. Elle a aussi, ce qu'on j'aime bien, un petit carnet pour dire toutes les espèces qu'elle va rencontrer, comme un petit journal de route, vous voyez. Ça aussi, j'aime beaucoup. À chaque fois, il fait une petite illustration, comme une sorte de petit bestiaire, pour savoir, oui, ben, j'ai croisé telle chose, nanana, etc. On est vraiment dans cette logique et dans ce monde-ci. Elle va évidemment être face à la faim, face à la soif. Elle va devoir trouver de quoi se régénérer, de quoi subsister pour elle et pour ses compagnons. Elle va aussi tomber sur des ennemis peu communs, mais qui sont comme un peu plus grands qu'elle, mais qui restent à taille un peu moins grande que nous, je pense. Voilà, mais on est face à une faune et une flore complètement différentes de ce que l'on peut connaître, tout en restant avec des bâtiments qui ressemblent aux nôtres. Donc voilà, on va vraiment aller dans ce monde un peu fantastique, aller à la découverte, puis l'accompagner pour comprendre où sont passés les humains, qu'est-ce qui est arrivé. Et du fait qu'elle soit tellement petite aussi, c'est pas facile pour elle d'aller d'un point A à un point B. Donc ils arrivent à trouver des solutions à chaque fois et c'est vraiment super sympathique de voir comment elle évolue. Voilà, donc dans un monde fantastique, on apprend plein de choses. Elle va évoluer, on va voir qu'elle survit, elle réussit à survivre grâce à son intelligence, puis aussi grâce à leur esprit d'équipe, ils sont vraiment ensemble. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. La scénarisation est très très bonne, très fluide comme j'ai dit. Donc vraiment super pour chez Kimiko Édition. Mon dernier donc choix de libraire ici, ça va être Sound of Life. Là aussi, on est dans un manga vraiment tout en beauté. Je dirais pas contemplatif, mais au niveau des sentiments, des liens entre les gens, c'est extrêmement beau. Vraiment, on est toujours dans une beauté des sentiments, compréhension des autres. Donc Sound of Life, ici on est avec le dessin de Hamu. On est aux éditions Akata. Notre jeune personnage ici, je m'excuse, j'ai jamais les noms, c'est un peu complexe. Tellement de noms, tellement de titres. Donc lui, c'est notre personnage principal, c'est quelqu'un d'assez hargneux, il cherche la bagarre tout le temps, etc. Et pourtant, il s'intéresse au koto, qui est un instrument de musique énorme en bois sur lequel on joue, qui ressemble un peu à une sorte de harpe, en fait. Donc, c'est ce que vous voyez ici, il va s'intéresser au koto. Par rapport à son tempérament, c'est quelque chose de vraiment très différent, parce qu'habituellement, les gens qui font de la musique sont plutôt assez calmes, surtout ceux qui font du koto. Ils ressemblent plutôt à des personnes qui font, comme je disais, de la harpe, etc. Donc il n'a pas vraiment le profil et beaucoup de préjugés vont sortir par rapport à lui. Dès le début, on sait qu'il a eu des problèmes avec la police. Voilà, dès le début, on dit oui, il a eu des problèmes avec la police alors qu'il sort du secondaire. Et il a déjà des problèmes énormes. Là, il rentre au lycée et il va rencontrer notre jeune personnage ici qui, lui, est en terminale, qui est en dernière année, on va dire, pas de cégep, mais voilà, de high school. Donc lui, c'est en dernière année. Il est plutôt quelqu'un qui se laisse faire. Il s'impose pas beaucoup. Néanmoins, il a à cœur le koto par rapport à ses anciennes camarades qui étaient super gentilles avec lui et qui aimaient énormément le koto parce qu'elles faisaient ça ensemble. C'était quelque chose qui les rapprochait. Donc on est toujours dans l'expression des sentiments. On va essayer, toujours on comprend un peu ce qui se passe. Beaucoup de flashbacks. Ce que j'ai beaucoup aimé des fois, c'est incroyable comme les cases peuvent être petites et pourtant on comprend tout ce qui se passe. On a un humour vraiment, moi j'ai adoré l'humour. À chaque fois, oh bah là, sortez, foutez le camp, laissez-moi jouer. Enfin, voilà, c'est vraiment très direct dans leur franc-parler, on va dire, et vraiment mignon. On voit qu'ils ont vraiment à cœur, c'est des gens passionnés. Voilà. Des gens passionnés et on va essayer de comprendre à chaque fois leur histoire. Donc ces deux jeunes gens, ce monsieur puis ce jeune homme, vont se rencontrer donc au lycée.
Lui, il veut intégrer, il est nouveau, donc nouvel élève, il va intégrer le club de Koto qui est vide. Il n'y a plus qu'un seul membre, qui est notre jeune homme ici. Parce que toutes les autres sont déjà parties et elles ont upgradé. Donc il se retrouve tout seul et il doit trouver des membres pour pas fermer son club. Parce qu'il y en a d'autres qui essayent de le squatter, des voyous qui essayent de squatter son club. Et vu qu'il est encore plus voyou que les autres, il va foutre tout le monde dehors. Il va dire moi je veux jouer au Koto. On va apprendre au fur et à mesure de l'histoire que si notre jeune personnage veut jouer au Koto, c'est par rapport à son grand-père qui est décédé et qui était un luthier, donc qui créait les instruments de Koto. Voilà, donc il avait on va dire, une relation spéciale avec son grand-père, surtout au début. Mais son grand-père à lui, lui a permis de comprendre qu'il n'est pas tout seul. Parce qu'il a été plus ou moins rejeté par son père. On comprend dans l'histoire qu'il est rejeté par son père. Et son grand-père a dit non, non, mais moi je suis son grand-père, puis je serai toujours. Donc je vais être là pour lui. Donc à ce moment-là, il va changer de comportement, il va essayer de s'arranger. Mais évidemment, il y a toujours plein de pépins. C'est le but de l'histoire, c'est ce côté comme controversé pour que l'émotion soit plus vive et toujours ce côté de mériter les choses. Il va apprendre de lui-même, il va apprendre pour pouvoir être plus proche de son grand-père qui est décédé. Il va dire mais moi je veux faire du Koto pour être plus proche, savoir ce qu'aimait mon grand-père par exemple. Donc tout ça fait que c'est une crème, c'est bien scénarisé. Toujours dans toutes les crèmes que j'ai, c'est toujours bien scénarisé. Et là, on a vraiment à chaque fois, chaque personnage interagit les uns avec les autres et fait prendre conscience à chaque personnage qu'est-ce qui ne pourrait pas aller ou qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui cloche dans leur propre comportement à eux. Donc c'est ça qui est vraiment sympathique, puis ils vont essayer d'aller vers un même objectif. Donc voilà, c'est ce qui fait que Sound of Life, j'ai vraiment beaucoup aimé du début à la fin. On va avoir beaucoup de tomes pour celui-ci, je crois qu'il est en 28 tomes en cours au Japon. Voilà, donc très très bon, on va parler d'adolescence, de sentiments, de musique, tout ce qu'on aime. Voilà, c'est Sound of Life. Bah, je vous remercie pour votre écoute. C'était tout pour ce mois de mars 2023 en termes d'incontournables en tout ce qui est adolescent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.